Beaucoup de rois de France comme Saint Louis ou Louis XIV ont bénéficié d'une immense réputation incontestable. D'autres, ceux qui nous intéressent, ont été à tort lourdement sous-estimés. Dans le premier épisode, on s'est intéressé à Louis VI, Charles V et Louis XI. Mais ils ne sont pas les seuls. Qui sont ces autres rois sous-cotés? Qu'ont-ils fait? Et pourquoi ont-ils été considérés de la sorte? Mes amis, je suis Sentinelle, l'homme immortel. Découvrons ce qu'il en est réellement entre mythes, légendes et histoire. Suivez-moi. Partie 1. Dagobert Ier. La première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense à ce roi de France, c'est la chanson du bon roi Dagobert, ce récit anti-royaliste issu de la Révolution française qui le présente comme un gros roi bené. Détrompons-nous. Roi pendant une dizaine d'années, il est le dernier roi mérovingien digne de ce nom. Nous avons peu d'informations sur son règne, mais on peut en faire un compte-rendu. Dagobert naît en 610, il est le fils de Clotaire II, un petit-fils de Clovis. À l'âge de 10 ans, il est nommé roi de Neustrie par son père. Quand ce dernier meurt en 629, Dagobert devient en plus roi d'Austrasie et l'unique roi des Francs avec la mort préméditée ou naturelle de son beau-frère. Durant son règne, le roi soumet les tenaces bretons, basques et vascons dans la France actuelle, ou encore les Alamans, les Bavarois et les Vénètes dans son royaume. Grand politicien, il fait également la paix avec l'Empire byzantin. Également, il s'attache les précieux services de futurs saints de l'Église, comme Ouen et Éloi. Enrichit considérablement le royaume en se réaffirmant devant l'Église, menait une politique davantage sécuritaire dans son royaume, et fondé l'abbaye de Saint-Denis, tout en étant le premier roi à y être enterré. Cependant, arrivé proche de la trentaine, sa santé déclinait lourdement. Alors, il partageait son royaume entre ses fils Sigebert et Clovis II, conformément à la coutume mérovingienne, et mourut le 19 janvier 639. La fin du bon règne du roi Dagobert marque l'arrivée des rois enfants et des rois fainéants, mais aussi la fin de la suprématie des rois mérovingiens en France et la montée en puissance de ces gouverneurs charismatiques qui étaient les maires du palais. La dynastie mérovingienne s'éteignait à petit feu, une autre s'apprêtait à prendre sa place. Partie 2. Louis VIII le Lion. Louis VIII a seulement régné 3 ans sur le royaume de France. Excellent dauphin, appui important du grand Philippe Auguste, son court règne est tout de même resté gravé dans l'histoire. Fils de Philippe II et d'Isabelle de Hainaut, Louis naît en 1187 au Palais de la Cité à Paris. Il est le premier capétien, également de sang carolingien. En 1200, il se marie avec Blanche de Castille, la fille d'Aliénor, puis il est fait chevalier en 1209. Ensuite, il part avec succès à la conquête de son héritage maternel, conquiert la Flandre avec son père et fait démanteler un siège à Calais. Il devient Louis le Lion. En juillet 1214, Jean sans Terre et Othon IV attaquent simultanément le royaume de Philippe Auguste sur 2 fronts. Le dauphin part à la rencontre de Jean à la Roche-aux-Moines, fait fuir Jean sans Terre, l'emporte sur une armée anglaise en repli désorganisé, puis récupère Angers. Enfin, son père l'emportait à Bouvines. En 1215, les barons anglais s'étaient révoltés contre Jean, ces derniers proposèrent la couronne à Louis. Celui-ci débarquait avec ses troupes, remportait victoire sur victoire en Angleterre et rentrait à Londres en 1216 pour s'y faire sacrer. Alors qu'il n'y avait pas d'évêque pour le sacrer, Jean mourut, Henri III fut sacré roi d'Angleterre, Louis perdait à Lincoln, rentrait en France, partait en croisade contre les Albigeois, revenait à Paris à la mort de Philippe Auguste et était sacré roi de France à Reims le 5 août 1223 à 36 ans. Roi chevalier et grand savant, il dirige la France dans la continuité de son illustre père. Jusqu'en 1224, il visitait son royaume. Ensuite, il s'alliait avec le seigneur de Lusignan, arrachait La Rochelle aux Anglais, puis revenait victorieux à Paris. Roi réputé conquérant, il fit augmenter drastiquement les recettes de l'État par ses gains territoriaux, tandis qu'en 1226, il partait en croisade contre les hérétiques en Languedoc. Enfin, il soumit toutes les grandes villes de la région sauf Toulouse, tombait malade comme une grande partie de son armée et mourut de dysenterie sur le retour, le 8 novembre 1226. Avec le règne de Philippe Auguste et de Louis VIII, l'empire plantagenet est démantelé,
les hérétiques partiellement vaincus, la suprématie capétienne est assurée. Tout est prêt pour que le plus grand roi de toute l'histoire de France entre en scène. Partie 3. Louis XIII le Juste. Louis XIII fut longtemps mal apprécié à cause de son tempérament distant, froid et timide. Pourtant, sous son règne, la France retrouvait sa place sur la scène internationale après un XVIe siècle difficile. Louis naît en 1601, il est le fils d'Henri IV et de Marie de Médicis. Après la mort de son père en 1610, la régence fut assurée par la reine. Le favori Consigny gagnait en influence, Louis était sacré roi à Reims et se mariait avec Anne d'Autriche en 1615. Le 24 avril 1617, furieux d'être écarté du pouvoir, il fit exécuter Consigny et exiler sa mère. Il prenait le pouvoir par la force. Après quelques agitations protestantes, Richelieu attirait le regard du roi, entrait au Conseil royal en 1624, puis devenait le principal ministre du roi. Audacieux et très inventif, Richelieu fut l'inspiration qui manquait à Louis pour devenir un grand roi. L'invincible duo fondait un État fort, empirique, absolutiste et centralisé, multipliait par 7 les revenus des impôts, fit bien accroître l'économie par le commerce de draps notamment, refondait une vraie armée française et une marine, annihilait toute opposition à la racine et neutralisait les intrigues de Gaston d'Orléans et de la reine-mère. Également, durant le règne de Louis XIII, celui-ci cautionnait le rite protestant, mais refusait les mini-états dans l'État, comme à La Rochelle, fit restaurer l'ordre, mener la guerre en Italie contre les Espagnols, livrer une guerre couverte contre ces derniers, et fortifier son empire colonial par les extensions françaises en Amérique et en Afrique. Ensuite, le roi livrait bonne guerre aux Espagnols à partir de 1635, sauvait la France à Corbie, devenait souverain de Catalogne, prenait l'Alsace, la Lorraine, Perpignan, le Roussillon et consacrait son royaume à la Vierge Marie. Malgré un mariage plutôt fade, il réussit quand même à régler sa succession quand Louis naquit en 1638. Enfin, Richelieu mourut en fin d'année 1642 et le roi le suivit dans la tombe au début d'année 1643. Finalement, avec la victoire de Rocroi quelques jours plus tard, l'œuvre de Louis XIII était assurée, la France redevenait une grande puissance européenne, l'absolutisme français était prêt, Louis XIV avait juste à en prendre les rênes. Finalement, à l'image de Dagobert Ier, Louis VIII et Louis XIII, il existait encore d'autres rois de France sous-estimés ou oubliés. Ces derniers ont apporté leur pierre à l'édifice de la Maison France, ils l'ont souvent sauvé ou amélioré, glorifié ou défendu. Mais ceci est une autre histoire.